Donc le Mans, le bol. Mais là, comment les faire correctement? Parce que j'ai fait mes premières 24 heures du Mans en 91, mais 91, 92, 93, 5 participations, 5 fois, 0. Rien, pas un résultat, 0. Moi, mon problème, c'est que là, j'ai comme pas de mécano, quoi. J'ai personne, je suis tout seul. Et en endurance, c'est dur, parce que je pilote, je suis le manager, je suis le mécano, je faisais tout. Et donc, rencontre avec Michel Guerre, fin 93, et il a dit, Banco, je te suis jusqu'au Mans. Mon premier résultat au 24 heures du Mans, 6e au 24 heures du Mans. C'était pour moi aussi fort que la victoire qu'on a eue après. Parce que c'était la première fois que je sortais de nulle part. Enfin, on n'a pas de nom, on n'a rien. 6e. Donc, en ayant été 3e dans la nuit, en fait, on a grillé l'embrayage parce qu'il était d'origine. Et on n'avait qu'une moto. Parce que je lui avais dit, ben là, j'ai plus de sous. Enfin, j'avais rien. Donc, on n'a qu'une moto, pas pièce de rechange. J'avais dit à mes coéquipiers, Pascal Guigou et Jean-François Damide, ben, si on tombe une fois, on entre. Mais même en essai, hein. Oui, on n'avait pas de pièce de secours. Ouais. Enfin, on n'a pas de pièce de kit. Donc Michel a tout fabriqué. Et il fait 6e, on fait 6e au 24 heures du Mans. Ducati a signé le meilleur temps, Philippe Mouchet plus exactement sur la numéro 19. On le voit ici à l'image, et bien Philippe Mouchet a battu le record que détenait l'an passé Hervé Moineau sur la Suzuki, qui avait réalisé l'année passée la pole position. Il a tourné en 1 minute 59 secondes 24 centièmes, ce qui représente une moyenne de 176,015 km/h. Et c'est parti. Et la Ducati, elle est bien partie. Donc la Ducati, je pense qu'elle va réaliser ce premier tour en tête. Oh là, le mécano était touché. Non, sans trou de gravité apparemment. Voilà les deux Ducati en tête de la course. C'est un remake du départ de l'année passée, puisque hormis Guy Bertin qui s'était porté en tête pour quelques virages, et bien c'était les Ducati qui avaient pris le commandement de la course dès les premiers mètres. On les voit dans la chicane, donc la Ducati toujours en tête. La numéro 20. Hervé Moineau me le confirmait quand je lui ai annoncé qu'il y avait un risque de pluie. Il m'a dit, oh la pluie, moi ça m'ennuie pas, mais en revanche le vent, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des pilotes qui ne maîtrisent pas le vent, et quand on est double, on risque de subir de leur part un écart. Donc elles vont vraisemblablement toutes passer, ça veut dire qu'il faudra remonter. Bon, il reste un peu plus de 3h30 de course avant l'arrivée. Si la moto n'a pas eu de gros problèmes, si c'est une panne d'essence par exemple, eh bien ils pourront remonter. Si c'est un problème un peu plus compliqué à résoudre, eh ben, j'ai bien peur que toutes les chances de Kawasaki partent en fumée. Massimo Manganaro vous fait voir en ce moment les images de la 94, la Honda RC45, première des privés. Celle de Damid, première Honda en tout cas. Et Guigou, première Honda. C'est intéressant de s'arrêter sur cette machine parce que les Honda ont souffert d'un mal mystérieux depuis hier. En fait, il s'agit d'un problème qui est lié à l'essence. Ils utilisent une essence dont on taira la marque qui eh bien dissout les joints. Donc, et vous savez que les Honda, tout simplement. Voilà. Et vous savez que la Honda est la seule machine du plateau équipée d'un système d'injection. Et eh bien cette pâte qui est formée par les joints qui sont dissous par l'essence, eh bien bouche les injecteurs et ça crée des problèmes qui ont notamment obligé la numéro 7, la Honda officielle, à s'arrêter. Éric Courly dans le stand justement de la 94. À côté de moi, Guigou et Damid, les deux pilotes de la numéro 94, la RC45 qui est passé 4e et qui est en bagarre pour la place de premier privé avec les Anglais. Ça a été dur cette nuit? Oui, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Bon là, le vent a cessé. C'est beaucoup plus facile à conduire parce qu'on est déjà dans des très bons temps, presque aussi vite que les usines. C'est déjà une bonne chose. Puis c'est vrai qu'un podium, ça fait rêver et on va essayer d'aller au bout pour toute l'équipe et voilà. Jean-François Damid, là on vient de voir une moto d'usine qui était devant vous abandonnée. Vous espérez encore peut-être profiter des casses pour gagner des places?
Oui, enfin je le souhaite jamais à mes autres concurrents, mais bien entendu, comme Pascal, on rêve d'un podium. Et puis là, ça fait pas mal de quelques heures qu'on se bat entre les deux Suzuki officiels. Entre les ravitaillements, on change, on intervertit nos places et on est juste entre les deux. Et on espère finir au moins premier privé, sinon au moins intercalé entre les usines. Voilà, sur le stand 94, je pense qu'on se retrouvera sur le numéro 35, parce que le championnat est en train de se jouer. Et donc c'est sûr qu'il est l'arrivée de Michel Guerre qui a déclenché le truc. Là, c'était un super moment. Super moment. Parce que là, on devient l'une des meilleures équipes privées. Et puis il y a cette bagarre pour le bol d'or qui a quand même fait beaucoup parler et qui a tenu en haleine vraiment tout le monde. Lorsqu'à 15h, Christophe Guyot a pris le départ au guidon de la Honda RC45 numéro 94, il ne savait pas encore que quelques heures plus tard, son équipage se trouverait propulsé à la 4e place du classement général. Mais dans ce team privé, tout est pro. 11 secondes pour un ravitaillement. À ce niveau-là, le résultat actuel n'est donc pas tout à fait le fruit du hasard. Il y a beaucoup de motos qui vont très vite. Il y a 11 motos d'usine. Il y a environ une dizaine, d'ailleurs oui, c'est vraiment ça, 10 très bonnes motos privées. 21 motos et 21 motos qui vont vite. Il y a forcément une place de 1 à 21. Et personne n'a envie d'être 15, quoi. C'est pas possible. Si ça a le malheur de réduire un peu le coupé, la moto coupe. L'organisation est malgré tout familiale. Tout le monde est sur le pont. Je sèche le casque. Il est légèrement mouillé, hein. Non, mais il raconte dire 94, arrêtez, repart. À 18h, alerte. La moto serait tombée à Sainte-Baume. Dans le stand, en l'absence de renseignements, on se prépare. De toute façon, peut-être qu'il va s'arrêter, il faut juste se préparer quand même. Fausse alerte, au contraire, la moto continue d'aligner les chronos au rythme d'une horloge. À la nuit tombée, l'exploit se confirme. Premier team privé, Guyot Moto maintient sa 4e position. Tout le monde garde la tête froide. Malgré cette 4e place inespérée, tout reste sous contrôle. La moto n'a pas souffert et en plus, on garde un moral d'acier. Fatigué ? Non, impeccable. Le masque, ça c'est le masque anti-buée qui fait les rides. Pour tous, les choix faits au départ en matière de réglage et de choix de pneus ont été les bons. Le premier TR de la course est une réussite. Dans le stand du team Guyot, comme ailleurs, ce n'est encore que le début d'une longue nuit. Vous aimez la moto, vous aimez le suspense, alors vous allez être récompensé comme les 90 000 spectateurs qui ont répondu cette année encore présents au Castellet. Pourquoi ? Eh bien parce que si deux machines sont carrément intouchables au classement, première et deuxième, logique. En revanche, Bruno derrière en 3e et 4e pour le podium. Là, ça bastonne. Il y a à peu près en ce moment 5 secondes d'écart seulement entre cette 3e qui est une Kawasaki. 5 secondes après 24 heures. Absolument, donc c'est vraiment fantastique. Ici, c'est du délire. Les 90 000 spectateurs présents vraiment sont ravis. La Kawasaki Motoshop 35 s'est donc emparée de la 3e place avec seulement 5 petites secondes d'avance. Sur la Honda RC45 qu'on a suivi, c'est celle de Christophe Guyot, mais qui a encore toutes ses chances. Mais en ce moment, c'est vrai, le suspense, c'est l'enjeu, la bagarre pour la 3e place. C'est génial. Ouais, c'est génial. Voilà, suspense extraordinaire, vous le vivez en ce moment en direct avec une bagarre terrible pour la 3e place entre la Honda numéro 94 et la Kawasaki numéro 35. Et bien ces deux motos se redoublent au moins 3-4 fois par tour. La Honda semble plus à l'aise dans les virages, la Kawasaki plus rapide dans les lignes droites. Quelle est un peu la température? Oui, Jean-Luc, deux spectateurs particulièrement attentifs à côté de moi, Jean-François Damide et André Luciana. Ce sont les coéquipiers de la moto numéro 94. Alors en ce moment, vous devez avoir le cœur qui bat à 200 à l'heure. Ouais, ça c'est sûr. Là, ça se joue sur les derniers tours. En tout cas, là, quelle que soit l'issue, c'est fabuleux. Voilà, Dominique, pour ce qui est de la numéro 94. Donc un combat fratricide jusqu'à encore 15 minutes qui vont certainement vous paraître très longs. Attention à cette attaque de Christophe Guyot à l'intérieur du virage de la Tour. Voilà, c'est une belle attaque de Christophe Guyot avec une Honda qui fait l'intérieur à Stéphane Coutel. Oh là là, de front à la sortie du virage chaud.
Allez, la Honda 3e. Vous ne voyez pas à chaque fois à l'antenne. Je voudrais que Massimo Manganaro, qui réalise pour M6 aujourd'hui ce direct, depuis hier d'ailleurs, nous fasse voir le plan du public à chaque fois que les deux machines passent. C'est de la folie dans le public. Voilà l'écart officiel entre les deux machines, 37 centièmes. Et il reste centièmes. à mon chrono 9 minutes de course. Oui, alors pour bien comprendre cette bagarre d'enfer dans ces tout derniers tours de ce Boulder 95, le reportage de Philippe Fauconnier et Pierre Quatrefages. 20e heure et déjà 3400 km abattus dans le stand du team Guyot comme ailleurs. La nuit a laissé des traces. Mais cette 4e place donne des ailes aux pilotes et le sourire aux mécanos. La RC45 tourne plutôt bien toute la nuit. On a eu en ligne de mire la Kawa de Motoshop 35, une autre écurie privée. La bagarre est terrible, épuisante. Elle se poursuit depuis 300 tours. On va essayer de pas accentuer leur avance. Plus de réserve là. Il n'y a plus de réserve là, on donne tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a, c'est 2 minutes 04 au tour, mais la Kawasaki est plus rapide en ligne droite. Midi, on ravitaille, la Kawa semble avoir souffert, elle connaît quelques problèmes. Pour la Honda en revanche, pas de souci, on reste pro désormais. Le pneu arrière est changé à chaque relais. 45 secondes de ravitaillement chez Motoshop, 13 secondes chez Guyot. La course se fait aussi dans les stands. La Kawa connaît quelques problèmes de démarrage, on part à la poussette. Chez Guyot, aucun souci côté mécanique. On parle alors de stratégie. On gère notre tableau de marche en essayant de perdre le moins de temps possible sur elle. On attend éventuellement soit une petite panne ou une petite faute pour repasser devant, quoi. La stratégie, elle évolue au tour par tour, d'autant qu'à 13h, la Honda reprend la 3e place. Chez Motoshop, on reste calme, mais la consigne est limpide. Peur toujours, oui, mais faut mettre gaz. Mais la 94 doit encore ravitailler 2 fois, la 35 une fois seulement. La Kawa Motoshop repasse donc devant à 4 secondes d'avance. À moins de 10 minutes de la fin, c'est du jamais vu, jouer un podium sur si peu. Après, ça se joue à 10 secondes, bon, ils vont s'expliquer. Ça se trouve, ça se jouera sous le drapeau à damier, comme une course de Superbike. On peut plus rien faire de toute façon. Si deux machines sont carrément intouchables au classement, première et deuxième, logique. En revanche, Bruno derrière en 3e et 4e pour le podium. Là, ça bastonne. Il y a à peu près en ce moment 5 secondes d'écart seulement entre cette 3e qui est une Kawasaki. 5 secondes après 24 heures. André Luciana, si vous étiez à la place de votre coéquipier Guyot, vous feriez quoi? Je ferais la même chose que lui, je me donnerais à 100%, même plus que ça, même 150%. À ce niveau-là, on pense même plus à la chute. Ça fait depuis 3h du matin, 4h du matin qu'on se bastonne ensemble. On a du mal à la contenir parce que la Kawa est vraiment très puissante. Mais quand on voit qu'on arrive à s'accrocher depuis 4h du matin avec elle, même si on chute à un quart d'heure de l'arrivée, c'est pas grave, le mérite est là. Donc officiellement sur l'écran, l'écart est maintenant de 4 petits dixièmes, 469 millièmes. Attention à cette attaque de Christophe Guyot à l'intérieur du virage de la tour. Voilà, c'est une belle attaque de Christophe Guyot avec une Honda qui fait l'intérieur à Stéphane Coutel. Oh là là, de front à la sortie du virage chaud. Allez, la Honda 3e. Absolument, donc c'est vraiment fantastique. Ici, c'est du délire. Les 90 000 spectateurs présents vraiment sont ravis. Alors... Voilà, suspense extraordinaire, vous le vivez en ce moment en direct avec une bagarre terrible pour la 3e place entre la Honda numéro 94 et la Kawasaki numéro 35. Et bien ces deux motos se redoublent au moins 3-4 fois par tour. On reste quand même maintenant 11 minutes, le public est bien sûr tenu en haleine. Ah oui, c'est formidable parce qu'ils font le spectacle. Oh là 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 là. Elles sont de front et là en plus, Dominique et Jean-Claude, elles doivent bien sûr faire se frayer un chemin en déplaçant les attardés. C'est vraiment pas facile. La Honda numéro 94 là a repris l'avantage. 94 qui est repassé devant. On a qu'un concurrent fait tout droit. Oui. Il faut dire qu'ils doivent être complètement dépassés par cette bagarre derrière eux. On voit nombre de concurrents attardés qui se retournent pour assister au spectacle. Le public, à chaque fois que les deux machines passent, c'est de la folie dans le public. Un nouveau passage de ces deux machines avec un écart de 48 centièmes, pardon.
Dominique, je suis actuellement avec Jean-Michel Mathioli. Il y a deux motos qui se battent pour la 3e place. C'est fabuleux après 24 heures de course d'être encore roue dans roue comme ça. Ce sont deux motos plus ou moins privées. Donc c'est vrai que ça fait très plaisir de voir que les privés peuvent se battre pour finir sur le podium. Là, la bagarre, c'est terrible. Ah ouais, terrible, terrible. Énormément. On n'a pas grand-chose à dire. Personne n'est capable d'imaginer ce qui va se passer là. Ah, difficile. Chaud là. C'est joué. Ouais, ça avait été déclaré dans Moto Revue, l'événement moto de l'année, devant la 4e place d'Olivier Jacques en Argentine, parce qu'en fait on avait terminé à 0 seconde 92 du podium, après une bagarre tout au long de la course. Donc les motards qui ont suivi cette course s'en rappelleront. C'est aussi la première fois que le Bol d'Or atteint son terme, parce qu'il fallait absolument laisser le sport aller au bout. Cette année, la course a été historique. Sécurité respectée, spectateurs passionnés et plus responsables, car pour la première fois, le bol a vraiment duré 24 heures. Historique parce que l'intérêt est venu des pilotes privés. C'est une petite équipe qui a fait vibrer le public, celle du numéro 94, Christophe Guillot, qui rate la 3e place pour quelques secondes seulement. Belle récompense pour un team qui a tout investi dans le sport et qui s'occupe de l'insertion de jeunes en difficulté. C'était fort parce que c'était un podium à 4. Et le public n'avait Dieu que pour eux, mécaniciens et pilotes. La preuve, exceptionnellement, il y avait 4 équipes sur le podium. Confirmation qu'au Bol d'Or, on n'a pas oublié le panache. La raison pour laquelle ça restera pour moi un grand moment, c'est que c'est comme pilote qu'on a pu se mettre en valeur, Stéphane Coutel et moi. Ouais, tu as fait le dernier relais aussi. Ouais. Et dans Moto Revue, c'était ces deux allumés. Dans France Moto, journal de fédération, ces deux allumés de Coutel et Guyot qui enflamment le Ricard. C'est difficile à résumer en si peu de temps. Bravo en tout cas à tout le team Motoshop 35. Pour vous, qu'est-ce qu'il fait? Il était superbe. Je savais que Stéphane Coutel roule très vite. Bon, hélas, nous avons, mais bon, comme beaucoup d'autres écuries qui sont derrière, on a eu nos soucis, nos galères, donc on en a eu une vraiment très gênante, puisqu'on a été obligé de ravitailler pour 2 tours. Donc on est obligé de rentrer pour ça, et donc notre avance fondait, et on savait qu'on serait ex aequo, quoi, en repartant. Et bon, de toute façon, je m'étais engagé auprès de beaucoup de monde, j'avais dit que j'étais sûr qu'on pouvait faire un podium avec une auto privée. Alors je crois que le dernier relais, j'avais décidé de mettre tout ce que j'avais dedans, tout ce que j'avais dans le bide, tout dans la moto, et on s'est raté, mais il faut reconnaître que Stéphane a été très fort. Il n'y a rien à dire, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Avec une belle 4e place à Seine, comme pilote Christophe Guyot, Eric Mézera et Rachel Nicotte. Ça fait encore partie des belles rencontres. Rachel, je le connaissais depuis longtemps parce que j'animais les stages de pilotage pour le circuit Carole, et c'est Rachel Nicotte qui était mon formateur. Mais Rachel, ça a été quelqu'un qui pour moi, c'était la star, parce qu'il était champion d'Europe 500, il a été le patron en super sport en championnat de France. C'est le vainqueur des 24 heures du Mans sur la Honda officielle. Et c'était mon ami, mais moi j'étais le petit privé, même si j'avais la meilleure écurie privée. C'était comme très loin des factories, et lui il était Et Honda ne faisait que le Mans-le Bol. Et moi, j'avais décidé de faire Assen. Et Rachel me dit, écoute, Christophe, si tu veux, je la fais avec toi. Mais il faut imaginer ce que c'était. Il faut imaginer. Le mec, il gagne les 24 heures du Mans. C'est la star partout. Il gagne tout. 96, c'est les années Nicotte en France.
C'est le pilote français numéro 1. Et il me dit, je viens avec toi, je l'ai fait avec toi. C'est un beau cadeau. Et ça fait partie des personnes qui auront permis au GMT 94 de prendre de l'expérience. Il m'a parlé des freins, il m'a parlé des réglages, il m'a parlé de moi. C'est le premier grand pilote qui aura rejoint le GMT 94, c'est Rachel Nicotte. Le triple champion de France Superbike, Jean-Yves Mounier, c'était une autre star française, qui me propose de faire le bol d'or avec nous. Non mais là, ça y est, après Rachel, des pilotes qui connaissent ces machines officielles, qui sont des champions, nous sollicitent, viennent rouler chez nous. Mais là, je l'ai raté le truc. Parce que, bon, il était bien, hein, le pauvre Jean-Yves, pas eu de bol avec nous. Et donc, je suis tombé dans la nuit, il pleuvait, des cordes, et c'était juste avant l'arrêt de course. Ma chute, d'ailleurs, a provoqué l'arrêt toute la nuit. À 6h20, nouveau rebondissement, la pluie redouble de violence, la course est neutralisée, le directeur de course prend même la décision de tout arrêter. Donc les conditions de la piste, vous les connaissez, elles sont très très délicates, mais j'ai un problème beaucoup plus important, c'est qu'avec l'activité orageuse qu'il y a sur le site, je me retrouve pendant des périodes de 10, 20, 30 secondes sans aucune couverture radio. Je suis dans l'impossibilité de joindre les postes de commissaire, donc je ne peux pas continuer. Les motos sont remises en parc fermé, elles vont y rester 3 heures. Le nouveau départ est donc donné à 9h20, calmement, et la Honda numéro 3 prend la tête des opérations. Ce bol d'or 96 a été stoppé très longtemps. La piste c'était inroulable. Et moi, j'étais l'un des premiers pilotes à tomber dans le piège, si ce n'est le premier. Et je me suis cassé la clavicule. J'ai pu ramener la moto à la poussette depuis Signes. Je l'aurais ramené, puis on m'a emmené à l'hôpital. Et Jean-Yves a courageusement terminé cette course. Il fait partie aussi de ces pilotes, de ces gens qui ont vraiment respecté cet engagement du GMT qui a toujours été d'aller au bout. Quelqu'un comme Jean-Yves Mounier, il n'a pas besoin de faire 15e. D'autant qu'au moment avant de faire 15e, il était 30e ou 40e. Et normalement, bon, on plie, on rentre. Il était au bout, à 2. C'est bien. Donc, merci Jean-Yves. On passe en 97. Alors toujours cette 4e marche au pied du podium, toujours aux 24 heures du Mans. Avec une grosse bagarre encore, on termine à 56 secondes de la Yamaha officielle. Alors là, il y a André Luciana, il y a toi et puis Simeon. Ouais, on fait un super course au Mans. Parce que premier privé, mais très très loin, très proche des factories. On n'a jamais été aussi proche des motos d'usine. On est à moins d'1 minute de la Yamaha. Et là, on est vraiment, je pense que c'est l'année où, en endurance, on est comme vraiment pas mal. Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha, les 4 usines officielles alignaient la technologie la plus pointue en endurance moto. Chez les privés, l'équipe la plus motivée pour aller chatouiller et battre les motos d'usine sur leur propre terrain était sans conteste la Kawasaki numéro 94 du team GMT. Pour l'écurie Val-de-Marnaises, animée par Christophe Guyot, l'objectif de cette course était clair, terminer premier privé tout en visant le podium. Pour l'anecdote, la moto en configuration de course a été assemblée dans le stand du Mans, pas un jour avant. Samedi à 15h, pour 24 heures non-stop, tout est prêt. La 94 est bien placée, pilotée par André Luciana. Au fil des heures et de relais en relais, la moto GMT bétonne sa place au classement. La régularité des pilotes, Guyot, Luciana, Siméon est parfaite. Les mécaniciens font merveille.
Et au petit matin, la 94 s'octroie la 4e place, puis en fin de matinée, la 3e marche du podium. Entre midi et 15h, la Yamaha numéro 4 et la Kawasaki numéro 94 vont faire la course et le spectacle. Télévision, speaker, public, tout le monde suit ce duel en direct avec ferveur. À une demi-heure de l'arrivée, le suspense est à son comble. Au virage du raccordement, la 94 cède sa 3e place. Rien ne changera plus jusqu'à la fin de la course. Victoire finale pour une Suzuki devant 2 Yamaha. La 94 rate de très peu ce podium des 24 heures du Mans. La victoire est tout de même au rendez-vous. Premier privé, première Kawasaki. Comme le dira un équipementier de pneumatiques, les 24 heures du Mans 97 ont inventé le podium à 4 places. Difficile en effet de faire plus régulier. La Kawasaki GMT a parcouru 748 tours à plus de 135 km/h de moyenne. Les partenaires et les sponsors ont dû être ravis. On a vu la moto sur le circuit, pas dans les stands. 9 minutes 12 exactement sur 24 heures de course. Le mot de la fin à André Luciana. Les écuries nous craignent parce que bon, c'est pas par hasard, ça fait déjà plusieurs courses qu'on les talonne, qu'on les embête. Bon, on leur a pas encore pris la place de 3. Mais à chaque fois, on a quand même un pied sur la marche jusqu'à la dernière demi-heure, quoi. Mais un privé qui vient chatouiller les usines, eh ben, ça met un peu de baume, quoi, dans la course. On arrive à Spa et Siméon se blesse violemment, chute à Spa dans son premier relais. Nous, on n'a pas fait un relais. Donc ça doit être là. En tout cas, c'est la première fois qu'on ne voit même pas la fin du premier relais. Et donc, alors, il se trouve que pour Spa, j'avais été sollicité par un petit jeune. Alors, un petit jeune qui m'avait saoulé. Sébastien Scarnato. Alors, lui est rentré comme ça. Il m'appelle, il me dit « Ah, je rêve de faire de l'endurance. » Oui, mais là, nous, on n'a pas de remplaçant. Et, oui, mais tant pis. Juste, je fais remplaçant. Oui, mais... Non, parce que le remplaçant, il veut piquer la place des titulaires. Parce que si c'est un bon et toi, t'es bon, je peux pas te faire ça. Non, mais je te promets, je demanderai rien. Bon, à force, je pouvais pas faire autrement que de l'emmener avec moi à Spa. Donc, il est venu à Spa. Mais il était remplaçant, il a à peine roulé en fait. Hein. Il a fait quelques tours parce que il a fait ce qu'il fallait parce qu'il a vraiment respecté l'histoire. C'est-à-dire que quand je lui dis, la question ne se posera pas de rouler à Spa. Tu ne rouleras pas à Spa. Jamais, il était insistant. Il a fait la cuisine, il faisait les courses. Il était incroyable. Donc il est rentré dans la famille finalement GMT 94. Naturellement, il s'est intégré au truc. Et comme, c'est incroyable, Simon ne peut pas rouler au bol, il est là. Lui, il a eu du bol. Il était là, et il était déjà rentré à moitié. Ce qui fait que, naturellement, il manquait un pilote pour le bol, bah, c'était lui. Et il est resté longtemps. L'arrivée de Sébastien Scarnato en 97 aura permis de vivre une saison 98 incroyable. Avec cette complicité que nous avions, je crois que j'ai vécu comme pilote moto ma plus belle saison de course. Avec comme fierté immense pour le GMT 94 d'avoir permis à un jeune de devenir pilote d'usine l'année suivante, puisque Sébastien Scarnato deviendra pilote officiel Kawasaki en 99. Jean-François Damide m'aura accompagné durant les 5 premières années de course. Ensemble, nous aurons franchi les premières étapes. Pascal Guigou nous a rejoints au Boulder 93. Pour 1994, aux côtés de Jean-François Damide, c'est avec lui que pour la première fois, nous accédons aux avant-postes en endurance. Un grand merci Pascal. André Luciana arrive en 95. Il vient de Superbike, de la vitesse pure. Surtout avec son humour décapant, ses rires, il m'aide, il participe.
Il porte avec moi les valeurs chères à l'endurance, aller jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle je lui serai toujours reconnaissant.